Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut ou Héronime selon ce que vous préférez. Et aujourd'hui on est là pour un petit deck tech, puisque voilà on sort de la table de commandement, pardon. Et bah voilà, on va devoir parler un petit peu des commandants de Theros par la mort, et notamment d'un commandant qui m'a tapé dans l'œil. Mais non, ça n'est pas Dalakos, vous avez déjà lu le titre de la vidéo, c'est un deck autour de Clotis, déesse de la destinée. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne de plusieurs façons, déjà directement sur les réseaux sociaux, en mettant un petit like sur Facebook, en aimant la page, ou alors en nous suivant sur Twitter ou sur Instagram éventuellement aussi. Aussi derrière, vous pouvez nous soutenir financièrement, parce que ça fait toujours plaisir, parce que voilà, on investit de l'argent, on investit du temps dans ce projet, cette chaîne, la tour, et du coup un petit soutien via Utip, en regardant quelques publicités, en achetant des goodies, ou alors via Tipeee, en échange de quelques compensations, ou pas, selon vos préférences, et bien écoutez, vous pouvez aller nous aider là-bas, directement, voilà, bon, après si vous n'avez pas d'argent disponible pour le faire, ça n'est pas grave, ça me fait quand même plaisir que vous puissiez regarder cette vidéo et que vous laissiez éventuellement, j'espère, un petit like et aussi quelques commentaires concernant la vidéo, bien sûr. Donc, merci à vous pour votre soutien via déjà ces petits gestes du quotidien, ou plutôt hebdomadaires, du coup qui aident la chaîne d'une façon ou d'une autre. Merci à vous. Bon, alors du coup, le deck tech, vous l'aurez compris, je n'ai pas fait un deck tech sur Dalakos, mon commandant de Theros par de la mort que j'ai joué à la table de commandement. Pourquoi ? Parce qu'en fait la decklist de Dalakos est disponible dans l'épisode de la table de commandement. D'ailleurs je vous conseille d'aller regarder l'épisode quand même, mine de rien, c'est assez intéressant. On est vraiment sur une partie qui a une toute autre envergure, enfin pas envergure, mais un tout autre déroulement que les précédentes. Vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc voilà, écoutez, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, le deck Dalakos, en fait, il est assez facile à monter. Il n'y a pas vraiment de stratégie à proprement parler, à part créatures qui aiment, créatures qui aiment voler, qui aiment avoir de l'évasion, de la protection, de la célérité. Plus équipement, très bons équipements, et puis voilà, je veux dire, c'est pas très compliqué. Le deck tech que je vais aborder aujourd'hui, il est beaucoup plus complexe, donc vous avez compris, c'est Clotis, la déesse rouge-verte, donc du coup, qui est la deuxième, enfin la seule, techniquement, dans l'édition bicolore, en dehors d'Atreos, qui est la Box. Mais du coup, ici, du coup, on a ce nouveau commandant qui est censé remplacer Xenagos, qui était passé de Planeswalker à Dieu, en l'espace d'un seul bloc. Du coup, ici, Clotis, j'ai décidé de le monter d'une manière assez spéciale, d'une manière contrôle, mais on va y revenir juste après, puisque je vais vous expliquer qui est Clotis, faisons un petit tour du propriétaire. Donc Clotis, déesse de la destinée, est une créature enchantement légendaire dieu, qui coûte 3 dont un rouge et un vert, c'est une 4/5, indestructible, et tant que votre dévotion au rouge et au vert est inférieure à 7, Clotis n'est pas une créature. Je vous rappelle que la dévotion, c'est en fait le compte des symboles de mana dans les coûts des permanents que vous avez, uniquement les coûts de la carte, pas les capacités activées, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là par exemple, Clotis, quand elle arrive en jeu, qu'elle est toute seule, il y a au moins 2 de dévotion au rouge et au vert, puisqu'elle a un rouge et un vert dans son coût de mana. Voilà. Alors, la deuxième capacité, elle, est aussi intéressante. Au début de votre première phase principale, exilez une carte ciblée d'un cimetière. Si c'était une carte de terrain, ajoutez un rouge ou un vert. Sinon, vous gagnez 2 points de vie et Clotis inflige 2 blessures à chaque adversaire. Donc, très intéressant ici, puisque du coup, Clotis se base sur l'exil de cimetière, ce qui est assez original en rouge-vert. Et du coup, elle inflige des blessures à distance, ce qui n'est pas très original, elle rampe un petit peu, ce qui est tout à fait dans les couleurs. Donc voilà, je veux dire, on est sur quelque chose... Enfin, ce qui m'impressionne en fait, c'est le fait que le déclenchement de la capacité, donc le fait d'avoir à exiler des cartes, c'est quelque chose d'inhabituel. Exiler des cartes des cimetières, c'est quelque chose d'inhabituel dans ces couleurs-là. Et derrière, les capacités qui se déclenchent derrière, du coup le fait d'avoir du rouge ou du vert en mana, ou alors infliger 2, gagner 2, c'est quelque chose d'assez compréhensible. Et encore, gagner des points de vie, c'est assez bizarre en rouge-vert. Mais bon, parce que rouge-vert, c'est une stratégie généralement aggro. On est quand même sur quelque chose qui est très agressif, on a des grosses bêtes, on rampe un maximum, on défonce le cul des adversaires. Point. Voilà, donc ça va assez vite. Ici, du coup, on a besoin, si on doit faire l'analyse un petit peu de qu'est-ce qu'on a besoin pour que Clotis tourne. Alors, vu qu'ici c'est un deck qui est basé énormément autour du commandant, on a besoin que les cimetières soient remplis. Puisque bien sûr, Clotis n'exige pas
que ce soit une carte de votre cimetière, mais une carte d'un cimetière. Donc du coup, ce qu'on peut envisager éventuellement, c'est de la meule. Et là, vous allez me dire, what? Mais on est en rouge-vert, on n'est pas en bleu-noir, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben oui, on peut envisager de la meule, on peut envisager en fait de remplir tous les cimetières, y compris le vôtre en même temps, parce que ça peut être des effets symétriques, ce qui est assez intéressant aussi, mine de rien. Ça donne toujours plus de flexibilité. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire avec ce mana? Ou alors avec ces blessures? Eh ben tout simplement, le mana supplémentaire pourrait nous permettre de lancer des sorts plus gros, éventuellement, et derrière, les blessures en plus, en fait ça va permettre d'user les adversaires, mais en plus de garder un certain sustain, de rester en vie plus longtemps, puisque vous gagnez des points de vie dans le processus, ce qui est fort intéressant. Donc du coup, ici j'ai besoin de revenir un petit peu sur qu'est-ce que le contrôle. Alors je ne vais pas faire une vidéo dessus, ça n'est pas le but non plus, mais qu'est-ce que le contrôle en fait? Alors beaucoup de personnes imaginent que le contrôle, c'est simplement le fait de détruire des créatures en masse, voilà, mettre des vras tout simplement, on rase le board, ou alors, le truc le plus courant, c'est jouer des contre-sorts. Jouer des trucs qui empêchent de lancer son sort, de empêcher en fait que le sort se résolve de manière logique, c'est-à-dire qu'il aille sur le champ de bataille, voilà, et que tout se passe bien pour vous. Oui, c'est une partie du contrôle, et c'est la partie la plus connue, pourquoi? Parce que le bleu est reconnu comme étant une couleur contrôle, le blanc fait pas mal du coup dans sa destruction de masse de créatures, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le fait que le contrôle se limite à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contrôle, c'est tout simplement réussir à gérer, que ça soit un plan de jeu adverse, une carte, un permanent en particulier. C'est justement, simplement réussir à gérer quelque chose sur le champ de bataille. Techniquement, quand vous faites un Beast Within, un Réveiller la Bête, qui permet de détruire un permanent et qui met une 3-3 sous le contrôle du propriétaire du permanent qui a été détruit, techniquement, vous faites du contrôle. Vous faites de la gestion, entre guillemets. Mais la gestion fait partie du contrôle. Donc du coup, ici, avec Clotis, ce que je propose, c'est de la gestion de masse, parce que c'est possible avec le rouge, puisqu'il y a des sorts qui infligent des blessures à toutes les créatures, ça existe, et c'est très fort. Et ensuite, derrière, pourquoi pas gérer autre chose, quelque chose que le rouge et le vert savent très bien gérer, ce sont les terrains. Oui, on va parler aussi casse-terrain, mais ce sont des casse-terrains symétriques, donc du coup ça a tendance à ralentir la partie, ça avantage votre plan de jeu, et en plus derrière j'ai parlé un petit peu de la meule, parce que oui, il faut mettre des éléments au cimetière, parce que Clotis a besoin d'infliger des blessures indirectes, du coup avec sa capacité à chaque adversaire. Alors pourquoi aussi se focaliser sur du contrôle? Parce que bon, c'est bien marrant, mais je pourrais tout simplement dire Clotis c'est une valeur ajoutée à mon deck, et derrière, je peux jouer des grosses bêtes. J'ai vu tout sur... vous l'avez probablement vu aussi si vous regardez Game Nights, du coup l'émission de Command Zone où ils jouent justement des decks commandeurs. Ils ont testé les decks avec les commandants de Terros par de la mort, et bien sûr Ashlyn Rose a joué Clotis, alors je l'aime beaucoup Ashlyn, je l'aime beaucoup Ashlyn, mais derrière... c'est vrai qu'elle a joué un Clotis qui était beaucoup basé sur les grosses créatures, et en fait Clotis ne lui apportait que 1 mana supplémentaire par tour, et puis c'est réglé. Et je trouvais ça un petit peu dommage parce que Clotis ne fait pas beaucoup de mana. Pour moi c'est la deuxième option en fait, qui est beaucoup plus intéressante dans la durée de la partie en fait. Et c'est pour ça que je joue contrôle, parce que derrière vous remplissez les cimetières avec le contrôle, et en plus Clotis elle a besoin de temps pour faire réellement, pour avoir un impact plus important dans la partie. Donc du coup, plus vous ralentissez le jeu des adversaires, plus vous donnez le temps à Clotis derrière de faire en sorte d'être efficace dans la partie. Voilà, donc vous gagnez du temps pour vous et pour votre commandant. Bon, du coup on va parler un petit peu des différentes catégories. Bon, j'ai mis du mana ramp, pourquoi? Parce que déjà c'est assez marrant de pouvoir sortir Clotis tour 2, parce que plus elle sort vite, plus elle est rapidement mise en marche. Et de l'autre côté, évidemment, vous avez des gros sorts à X qui tâchent un petit peu, ou des plus gros sorts, pas à X forcément, dont on va parler un petit peu plus tard. Et bon, on a besoin de tout ça. En mana ramp, j'ai mis quelques créatures, vous la connaissez probablement, le trio d'elfes, le Findorn Elves, l'elfe de Lianovar et le Mystic Elf, voilà, qui font tous les trois du vert, c'est cool. En dehors, on a également l'oiseau de paradis, le druide de Zurta. Alors l'oiseau de paradis qui permet de faire toutes les couleurs, c'est sympa, pardon. Le druide de Zurta, lui, coûte 2, mais en fait, il va nous permettre de mettre des blessures, encore une fois, indirectes aux adversaires. Et le servant du générateur, que j'aime beaucoup, parce que lui, il fait 2 mana et donne la célérité aux créatures qui ont été lancées avec ce mana-là, en se sacrifiant en plus, donc du coup, il se met lui-même au cimetière, c'est assez sympa, parce que du coup, voilà, on gagne une carte en plus au cimetière en utilisant ce servant du générateur.
Deux autres cartes qui se sacrifient également pour faire leurs effets et qui sont très bien pour ramper, surtout dans ces conditions-là. On a la Chanteresse Sauvage et l'ancêtre de la tribu Sakura. Alors l'ancêtre, je ne le présente plus, lui il va chercher un terrain, c'est assez cool, enfin un terrain de base bien sûr, mais la Chanteresse Sauvage, elle se sacrifie pour ajouter un mana à votre réserve. Ce qui est assez cool, c'est que du coup vous pouvez très bien la jouer au tour 1 pour pouvoir jouer Clotis au tour 2, et sans avoir besoin d'un elfe à côté, bien sûr. Donc c'est assez drôle, on se retrouve avec quelque chose d'assez drôle parce que c'est juste un petit boost de mana sur un tour, mais c'est largement suffisant pour pouvoir sortir votre commandant un tour plus tôt. Donc du coup c'est entre guillemets un elfe supplémentaire dans votre deck. Et qui plus est, comme elle se met au cimetière, c'est encore une carte que vous pouvez exiler par la suite pour infliger des blessures. Donc sympa. Ensuite, on a des tutos à terrain un petit peu classiques, deux rituels, Nature's Lore, la sapience naturaliste, et Errance lointaine. Alors Errance lointaine, je vais y revenir un peu après. Nature's Lore, toujours intéressant pour aller chercher une forêt que vous faites arriver dégagée. Alors en plus, ça ne va pas chercher que les forêts de base, mais ça va chercher également les bilandes, donc c'est cool. Errance lointaine derrière, alors là c'est un petit peu plus particulier, puisque c'est un rituel qui coûte 3, et en fait qui vous permet d'aller chercher un terrain de base qui va arriver en jeu engagé. Alors vous allez me dire, oui mais c'est un peu ridicule, il y a croissance luxuriance qui existe. Oui mais non, ici cette carte a le seuil, c'est-à-dire que si vous avez 7 cartes dans votre cimetière, au moins, eh bien vous pouvez aller chercher 3 cartes de terrain de base à les mettre sur le champ de bataille engagé. Ce qui est intéressant parce que on va mettre beaucoup de cartes dans notre cimetière, et cet intérêt là, c'est justement que Errance lointaine va nous chercher, va nous filtrer encore et nous enlever des cartes, donc du coup inactives, des manas, de votre deck pour aller les mettre directement sur le champ de bataille. Et tout ça en jouant en fait sur la stratégie de votre deck, ce qui est totalement efficace. Voilà, j'ai déjà joué le deck, je l'ai testé plusieurs fois, voilà, ça marche très très bien en fait. En dehors de ça, on a des tutos à terrain, ou des... Voilà, on a 4 tutos à terrain qui sont assez particuliers, puisqu'ils vous demandent de sacrifier les terrains. On a Crop Rotation, Assolement et Recouvreur Elf, qui vont bien ensemble, puisque en fait, ils font quasiment la même chose. Crop Rotation étant un éphémère, qui va vous demander de sacrifier un terrain pour aller chercher un terrain qui arrive directement dégagé. Mais en plus, n'importe quel terrain. C'est cool. Alors vous dites, oui, mais c'est un terrain sacrifié pour un terrain mis sur le champ de bataille. Mais on s'en fout, parce que pendant ce temps-là, pour un mana, on a mis une carte au cimetière, une carte éphémère, on a mis un terrain au cimetière, et en plus derrière on est allé chercher un terrain de notre choix. C'est-à-dire bah ouais, c'est sûr, votre terrain de base peut-être qu'il va pas vous plaire, et vous voulez un terrain spécial, vous voulez une tour de commandement, vous voulez un biland, et ben écoutez, vous pouvez les chercher. Le recouvreur elfe, lui, fait quasiment pareil, c'est une capacité activée qu'il a, qui coûte 2, qu'il demande de s'engager, de sacrifier un terrain pour aller chercher, malheureusement, un terrain qui arrive engagé. Voilà, bon, c'est moins bon, mais c'est une version créature, du coup réutilisable, donc on s'en contente largement. Ensuite, derrière, on a Air-Sage et le Druide du Printemps qui font aussi exactement la même chose. Air-Sage étant aussi un éphémère et qui va du coup aussi vous demander de sacrifier un terrain pour aller chercher 2 terrains de base qui arrivent dégagés sur le champ de bataille, c'est cool. Et derrière, le Druide du Printemps qui va demander la même chose, quand il arrive en jeu, sacrifier un terrain, aller chercher 2 terrains de base qui arrivent, eux, engagés cette fois-ci. Donc voilà, encore une fois, la version créature est un petit peu moins efficace que la version éphémère, mais aussi, éventuellement, réutilisable plus facilement. Donc, on apprécie ces 2 cartes. Enfin, ces 4 cartes. Au niveau des terrains, d'habitude je vous parle pas trop de la mana base, je vous laisse plutôt les jeter un petit coup d'œil à chaque fois. Ici je vais en parler plutôt, puisque cette mana base est très importante pour le deck, puisque je vous ai dit qu'on avait besoin de remplir le cimetière un maximum, et pour ça les terrains, il y en a certains, que vous connaissez probablement, qui sont très efficaces à ça en fait. On a tout simplement les fetch. Les fetch, je vous rappelle, le principe est simple, c'est que vous allez généralement sacrifier ce terrain-là, la plupart du temps en l'engageant, pour aller chercher un terrain soit de base ou soit d'un certain type en fonction de quel type de fetch vous avez sous les yeux. Ici on va commencer avec les deux fetch, les fetch qui vont chercher des types de terrains, donc qui peuvent aller chercher des bilans éventuellement. Et pour ça, voilà, j'ai mis 2 exemples. On a Mesa Arid et Vallée Forestière. Alors Mesa Arid étant le seul vrai fetch, c'est-à-dire celui qui s'engage, fait payer un point de vie, se sacrifie pour aller chercher 2 types de terrains de base, enfin de ballon de terrain, tout court. Et malheureusement c'est le seul que j'ai dans le deck. Pourquoi ? Parce que tous mes fetch sont partis dans d'autres decks, malheureusement. Donc voilà, je peux pas non plus investir dans des fetch pour tous mes decks. En plus les autres en ont encore plus besoin que celui-ci. Donc voilà, on le laisse de côté, c'est pas grave. Mais il est là, mais ça arrive, c'est un grand classique, ça s'utilise tout de suite. Voilà, donc ça nous met un terrain au cimetière, c'est cool. La Vallée Forestière, derrière, elle c'est la même chose, sauf qu'elle arrive engagée, et elle ne demande pas de payer de points de vie. Alors du coup, ce sont en gros ce que j'appelle les slow fetch. Il y a tout un cycle de couleurs alliées qui existe, donc du coup vous avez également le blanc-vert dans le deck, et également le noir-rouge qui sont disponibles. Pour ça, je vous avoue que ce sont de très bonnes alternatives qui vous évitent de dépenser facilement 15, 20, voire 40 ou 50 euros en fonction du fetch en question. Ici, la Vallée Forestière, ça vous coûtera 30-40 centimes au grand maximum, si vous la prenez en bon état. Voilà.
Donc voilà, ce sont de très bonnes alternatives et ça fonctionne bien. Plus on en a et plus ça filtre également le deck, ça vous permet d'aller chercher directement vos terrains et ça enlève en fait des cartes dans le deck. Voilà, pour garder uniquement les cartes actives. Derrière, 2 autres fetch qui sont sortis très récemment, puisque bon, en fait, ce deck contient pas mal de cartes récentes finalement. On a la vue prismatique et le passage merveilleux, tous les deux des fetch à terrain de base, et qui eux en fait font arriver le terrain dégagé, ce qui est assez important parce qu'on aime bien avoir du mana, du mana assez rapidement et éviter de le perdre pendant un tour. Donc du coup, je vous conseille ça plutôt qu'une immensité terramorphe et l'autre, non pas végétation explosive, étendu sauvage en évolution, je vais y arriver. Donc vue prismatique demande de payer un point de vie, passage merveilleux ne le demande pas, mais fait arriver le terrain engagé, à moins que vous contrôliez au total 4 terrains quand il arrive. Donc voilà, c'est très intéressant, très efficace, et pour les deux, bah écoutez, voilà, ça justifie aussi leur prix, mine de rien. En dehors de ça, j'ai les cycles lents, j'en ai mis que 2 bien sûr. J'ai mis la caverne oubliée et les alliés tranquilles. Pourquoi ? Parce qu'ils ne coûtent que 1 à recycler, un rouge ou un vert respectivement, sachant que eux-mêmes font à la base du rouge et du vert, mais ils arrivent engagés, donc du coup ce ne sont pas des terrains si forts que ça. Mais en fait ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir les recycler, dire voilà, je dépense un mana, je me défausse de cette carte-là, qui est un terrain donc du coup que je pourrais éventuellement utiliser avec Lotis plus tard. Et derrière je vais pouvoir piocher une carte, donc du coup ça se remplace également, un peu à la manière des fetch finalement, sauf que ici ça demande un mana pour pouvoir être remplacé par la carte que vous avez pioché par la suite. Donc j'aime beaucoup ces cartes là, et dans ce deck là elles sont tout à fait à leur place. En dehors de ça, la plupart des terrains, honnêtement, je ne vous parle pas de tous les terrains spéciaux, les autres sont assez classiques, je vous laisse aller regarder la decklist pour ça, mais j'ai en plus constitué essentiellement ma mana base de montagnes enneigées et de forêts enneigées. Alors pourquoi enneigées ? Bah parce que c'est pimp, mais pas que. Non, parce qu'il y a réellement un intérêt dans le deck en fait, c'est la première fois que je les utilise. Voilà, donc qui plus est, si quelqu'un veut utiliser aussi des terrains neigeux, tout ça, synergie, papapapapam, bah écoutez, ça peut être sympa, donc ça vous met une petite protection en plus, pourquoi pas. Mais ici, l'intérêt il est réellement vis-à-vis d'une carte en particulier dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais voilà, bon, c'est classe, ça fait plaisir. On va d'abord commencer par parler du remplissage de cimetières. On va commencer avec 3 permanents en particulier qui le font de manière récurrente. On a l'hôtel de la couvée, l'hôtel de la démence, c'est l'influence d'Ayula. Alors ici, hôtel de la couvée et hôtel de la démence ne sont pas des moteurs à combo, je tiens à le préciser. Parce que d'habitude, on a tendance à se dire, bah oui, vous avez vu tes chars, vous savez que j'aime jouer avec hôtel de la démence, hôtel de la couvée, que je fais des trucs débiles avec tes chars. Bah non, ici on est vraiment plus sur le fait d'accumuler un petit peu de value et juste... Bah, en fait de mettre en place un petit outil qui va permettre à l'occasion de mener les adversaires un petit peu à la fois, juste pour avoir quelques ressources en plus pour Clotis. Voilà, donc hôtel de la couvée, hôtel de la démence, sachant qu'en plus on n'a pas énormément de créatures, on en a que 21 dans le deck, autant vous dire que voilà, c'est assez faible, donc du coup hôtel de la démence on pourrait se dire que c'est pas trop utile, mais en fait si vous pouvez sacrifier éventuellement vos petits elfes à mana sur une Vrasse par exemple, bah ça va être assez utile de pouvoir remplir le cimetière d'un adversaire. Après c'est pas forcément une carte que je garderai, si jamais vous avez d'autres alternatives, vous pouvez très bien remplacer l'hôtel de la démence. L'influence d'Ayula, alors là encore une fois on tombe sur un truc assez intéressant, c'est que bah, du coup avec hôtel de la démence c'est assez efficace, puisque si vous avez des terrains qui arrivent en masse dans votre main par exemple, bah, vous pouvez très bien vous défausser de ces terrains pour faire des ours que vous allez ensuite sacrifier sur l'hôtel de la démence pour faire meuler les adversaires. Sachant que en fait le deck il a beau avoir quelques cartes avec des gros coups de mana, mine de rien vous n'avez pas besoin de tant de terrain que ça pour qu'il fonctionne, entre vos elfes à mana plus justement les terrains qui arrivent un petit peu dans tous les sens, je vous avoue, et plus Clotis qui fait du mana, je vous avoue que l'influence d'Ayula en fait elle vous permet de défausser d'une ressource dont vous n'aurez probablement pas tant besoin que ça. Donc c'est vraiment efficace. Et puis voilà, bon, c'est un enchantement, donc ça reste, vous pouvez l'utiliser une fois de temps en temps. Ça ne demande pas beaucoup de mana à lancer, et ça ne demande pas de mana à activer. Donc autant l'avoir, quoi. Derrière, on a des one-shots, en fait, bon, éphémères rituels et quelques créatures qui font des effets d'arrivée en jeu. Ici, on va commencer avec Communion avec les dieux, Guide voix satire et lutter contre le passé. Alors, les trois ayant toujours des capacités un peu similaires, là, on va enchaîner avec des cartes qui sont à peu près du même genre. Communion avec les dieux qui vous demande de révéler 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et de mettre un enchantement ou une créature parmi elles dans votre main et le reste au cimetière. Le guide voix fait la même chose mais avec 4 cartes et uniquement pouvoir mettre un terrain parmi eux dans votre main. Lutter contre le passé, il fonctionne un petit peu à l'inverse, et c'est pas plus mal parce que c'est un éphémère en plus. Il vous demande de vous meuler de 3 cartes, en fait de mettre les 3 cartes dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, et ensuite vous pouvez renvoyer une carte de créature ou de terrain de votre cimetière dans votre main. Ce qui est bien, c'est que du coup vous pouvez renvoyer une carte qui était déjà présente dedans auparavant. Donc du coup c'est tout aussi intéressant. Du coup voilà, bon, finalement ce meuler de 3 c'est pas très cher payé, surtout que c'est assez efficace et ça va totalement dans notre plan de jeu.
Ensuite, on a 3 autres cartes, Paillis, Poursuite implacable et Révélation glaciale. Paillis, lui, va révéler 4 cartes dessus la bibliothèque et mettre tous les terrains, révélés de cette manière, dans votre main. Poursuite implacable, lui, va aussi révéler 4 cartes, et vous pouvez mettre une carte de créature et ou de terrain, donc du coup vous pouvez mettre les deux dans votre main et le reste au cimetière. Et Révélation glaciale, c'est la carte qui a un petit peu motivé mon utilisation des terrains des jeux, puisqu'il vous demande de révéler les 6 cartes dessus de votre bibliothèque pour mettre n'importe quel nombre de cartes de permanent neigeux parmi elles dans votre main. Donc vous pouvez en mettre 0, même si vous avez des terrains neigeux, ou alors vous pouvez tous les mettre selon votre choix. Donc voilà. Très efficace aussi. Encore 2 cartes comme ça, on a la Voix sinueuse et l'Emprisonnement des Titans. L'Emprisonnement des Titans chevauche un peu une autre catégorie, mais je vais y revenir. La Voix sinueuse vous demande de choisir créature ou terrain, de révéler 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, et derrière, vous mettez toutes les cartes du type choisi dans votre main, et le reste au cimetière. Alors si vous voulez mettre un maximum de cartes au cimetière, choisissez créature, parce que je vous ai dit, il y en a 21 dans le deck, c'est pas énorme. Donc voilà, les terrains, vous avez quand même plus de chances de tomber dessus. Donc voilà, c'est un petit conseil comme ça. L'Emprisonnement des Titans, lui, va faire meuler tous les joueurs de 3 cartes. Donc du coup, ça donne du gaz dans tous les cimetières, c'est génial. Et derrière, on vous permettra d'exiler des cartes des cimetières, voilà. Plus derrière, de renvoyer une carte de créature ou de terrain de votre cimetière dans votre main. Donc voilà, étape 1, 2, 3, c'est assez cool. J'aime beaucoup le fait justement que vous puissiez, déjà qu'on meule tout le monde. Derrière, on peut gérer des cartes qui éventuellement peuvent revenir depuis le cimetière, flashback, tout ça. Et derrière, le troisième qui vous permet de récupérer une de vos cartes. Honnêtement, pour 2 mana, c'est tout à fait honnête, c'est même très bon, finalement, dans ce deck. Donc, vraiment, une très très bonne carte, j'aime beaucoup cette carte aussi. Derrière, alors un sort de pioche, mais qui est à la fois un sort de défausse que vous connaissez bien, j'imagine, pillage 100 fois, piochez 2, défaussez-vous 2, très efficace, ça coûte pas cher à lancer, ça remplit votre cimetière comme vous le souhaitez, c'est moins aléatoire en fait que les cartes que je viens de citer, donc bon, c'est assez sympa. En dehors de ça, évidemment, on a les effets de Will qui sont à la fois des sorts de pioche, mais aussi des sorts de défausse, puisqu'on a Mage de la Roue, Reforger l'âme et Roue du Destin. Donc voilà, Mage de la Roue, la créature, Reforger l'âme, le rituel avec le miracle, et Roue du Destin, le rituel qui a la suspension. Donc voilà, toutes les 3 étant de très bonnes cartes, puisque derrière elles font en fait défausser tous vos adversaires. Donc du coup, ça veut dire du gaz en plus pour Clotis dans les cimetières adverses, ce que vous allez évidemment préférer à exiler les cartes de votre propre cimetière. Continuons maintenant avec une autre catégorie très intéressante et très pertinente pour vous, c'est comment est-ce que je récupère mon cimetière derrière, parce que il y a moyen de mettre beaucoup de cartes de votre bibliothèque dans votre cimetière, et on n'a pas tellement envie de les laisser là non plus. Alors déjà, une de mes cartes préférées, c'est Squee. Squee l'immortel. Pourquoi ? Parce que Squee, lui, il dit que vous pouvez le relancer depuis l'exil ou depuis le cimetière. Ce qui est assez sympa, parce que du coup, ça veut dire qu'il peut aller au cimetière, derrière Clotis peut l'exiler, vous pouvez le relancer derrière pour le faire revenir sur le champ de bataille, éventuellement le sacrifier, pourquoi pas sur un hôtel de la démence, hein, pourquoi pas. Et derrière, faire en sorte tout simplement de le relancer, de le réexiler, tout ça, refaire les effets de Clotis, en fait que ce soit un petit moteur à gaz à lui tout seul, qui plus est qu'il est toujours très chiant à jouer, puisque derrière, à moins que vos adversaires vous empêchent de rejouer la carte en question, ils l'exilent, ils le détruisent, et vous pouvez le rejouer derrière. Donc c'est vraiment très efficace dans ce deck. Le cavalier d'épine est un petit peu dans le même genre, alors lui en plus il a à la fois l'effet de mettre des cartes dans votre cimetière, puisqu'il va vous permettre de révéler les 5 cartes dessus de votre bibliothèque quand il arrive, et de mettre un terrain directement en jeu, donc là un petit peu de ramp aussi, c'est cool, et derrière le reste au cimetière, et quand il meurt vous pouvez l'exiler pour envoyer une carte de votre cimetière dans votre main, au-dessus de votre bibliothèque, excusez-moi, je suis un petit peu emporté là quand même. Donc vraiment très efficace, donc il joue dans le mana ramp, il joue en plus dans le fait de remplir le cimetière, et il joue en plus dans le fait de récupérer des cartes du cimetière. Donc très bien, une très bonne carte, très polyvalente tout ça. Ensuite, dans les rituels un petit peu plus généreux au niveau de la récupération de cimetière, pas une seule carte mais plusieurs, Fenaison du passé et Saison passée, oui on parle beaucoup du passé. Fenaison du passé est aléatoire, va vous permettre de renvoyer X cartes de votre cimetière dans votre main. Mais évidemment, vous pouvez faire quand même pas mal de mana, mine de rien. Donc généralement, toutes les cartes que vous allez récupérer, peu importe, voilà, c'est rare que je me dise qu'une carte n'est pas efficace en fait avec Clotis. La plupart du temps, on se retrouve dans des situations où, c'est pas forcément la carte que je voulais, mais c'est une carte qui marche quand même. Donc du coup, on est quand même content de l'avoir. Saison passée, je l'aime beaucoup, c'est une très bonne carte du vert, puisqu'elle vous permet de renvoyer n'importe quel nombre de permanents avec des coûts convertis de mana différents, sachant que les terrains sont à 0, déjà de base c'est sympa, donc du coup vous pouvez au moins renvoyer un terrain, et puis derrière vous faites votre petite liste, et mine de rien la courbe de mana est tellement bien calculée, vous avez moyen de ramener facilement 4,
5 permanents, enfin 5 cartes, pardon, de votre cimetière sans aucun problème. Mais le mieux, c'est que saison passée retourne en dessous de votre bibliothèque ensuite, il va pas au cimetière. Donc du coup, ce qui fait que, bien sûr, étant donné que vous avez des fetch, vous avez des choses qui vont chercher dans votre bibliothèque, vous avez tout à fait moyen de remélanger à un moment derrière, et de dire, ah bah ok, saison passée va être remise à un autre endroit, pas en dessous, mais à un autre endroit de votre deck. Donc du coup, vous aurez moyen de le rejouer plusieurs fois. Ensuite, en spécialisation de retour de terrain, on a Life from the Loam, la vie du terreau, et Splendide Restauration, tous les deux des rituels. Alors, Life from the Loam, je l'aime beaucoup parce qu'il va remplir votre cimetière, puisqu'il a Dredge 3. C'est-à-dire que quand cette carte est au cimetière, vous allez pouvoir, au moment où vous êtes censé piocher une carte, vous pouvez à la place le renvoyer dans votre main, en meulant 2-3 cartes le dessus de votre bibliothèque. Donc voilà, vous allez mettre 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, c'est cool. Donc du coup ça remplit votre cimetière, et derrière bah, vous le récupérez, vous pouvez le réutiliser, c'est sympa. Sachant que lui va permettre de vous renvoyer jusqu'à 3 cartes de terrain de votre cimetière dans votre main. Donc c'est cool, c'est efficace, c'est vraiment une très bonne carte de manière générale. Donc voilà, là ici c'est très appréciable dans ce deck, mine de rien, si jamais vous avez besoin de relander derrière. Ensuite, Splendide Restauration, c'est l'une de mes cartes préférées quand on joue avec les terrains en fait, mais surtout avec le sacrifice de terrain. Voilà, Gitrog aime beaucoup cette carte-là, et pas que Gitrog, hein, je vous avoue, mais Splendide Restauration vous permet de renvoyer toutes les cartes de terrain de votre cimetière sur le champ de bataille engagé. Alors engagé, vous vous dites ouais mais c'est un peu moins bon et tout, mais non on s'en fiche. L'essentiel en fait c'est que vous ayez un gros effet de rampe, sachant que pour vous expliquer la logique, c'est que à un moment vous allez forcément mettre pas mal de terrain au cimetière, ne serait-ce qu'avec toutes les cartes que j'ai citées auparavant, qui disent oui bah vous pouvez prendre un terrain dans les cartes que vous avez révélées, la mettre dans votre main. Du coup autant les mettre au cimetière si vous avez Splendide Restauration derrière, et dire bah voilà, je vais mettre tous mes terrains au cimetière, jouer Splendide Restauration, et pourquoi pas, j'ai peut-être rampé de 4, 5, 6 terrains. Voilà, et ça peut aller très vite, hein. Je vous assure que généralement ça fait une grosse différence. Cette stratégie de jeu, finalement, cette carte-là s'intègre très bien dedans. Ensuite, on a comment récupérer tout son cimetière. Et là, j'ai 2 cartes pour vous, qui ont des coups de mana très différents pour le coup. On a l'élixir d'immortalité, et derrière, on a le conseil du prétor. Du coup, l'élixir d'immortalité, vous le connaissez peut-être, c'est un artefact qui ne coûte que 1 et qui coûte 2 à activer pour en fait vous faire gagner des points de vie, c'est cool. Mais surtout en fait le remélanger lui et votre cimetière à votre bibliothèque, ce qui est très efficace. Voilà. Derrière le conseil du Praetor, lui est un peu plus violent, c'est une carte honnêtement que je pense qu'on devrait bannir de commandeur, parce qu'en fait elle a une ligne dont je vous parlerai juste après. Mais en gros pour vous expliquer, vous allez renvoyer toutes les cartes de votre cimetière dans votre main directement, et vous l'exilez. Et en plus derrière, vous n'avez plus de limite au nombre de cartes dans votre main pour le restant de la partie. Pour moi en fait c'est juste cette dernière ligne qui fait toute la différence. Parce que empêcher une limite de main pendant toute la partie, c'est une règle supplémentaire qui s'applique comme un peu comme un... je vais y arriver, comme un emblème, mais voilà, c'est pas le cas, vous n'avez pas d'emblème, c'est une règle qui s'applique à vous, en fait, en plus. Ça donne un avantage énorme, surtout quand vous avez pu mettre, je sais pas, 30, 40 cartes au cimetière, c'est tout à fait faisable, hein. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment pas une blague. Et d'un seul coup, vous jouez un conseil du Praetor pour dire, bah ouais, hop, je récupère tout ça et je peux rejouer du coup tous les trucs qui vous emmerdaient, tout ça. Sinon, maintenant qu'on a commencé à parler, enfin à aborder le fait qu'il y a des trucs chiants dans le deck, on va parler un petit peu plus du contrôle. Parce que du coup, le contrôle, on a besoin de contrôler, comme je vous ai dit, de plusieurs façons. On va devoir gérer des différents types de permanents, on va devoir gérer aussi des créatures, et de manière générale, on va aussi gérer les terrains. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas la destruction de terrain, mais en fait ici, j'avoue que ça passe plutôt bien de manière générale quand je joue le deck, mais on va en parler un petit peu plus tard. On va commencer par gérer... de plusieurs façons, on va commencer avec la Mixstone, réveiller la bête et la salve vandale. La Mixstone, la pierre de soumission, domination, j'ai toujours un doute. J'ai un doute sur laquelle c'est. C'est l'artefact pour 1 qui dit que les créatures avec une force de 3 ou plus ne se dégagent pas durant l'étape de dégagement de leur contrôleur. C'est très efficace, c'est très fort, parce que du coup ça permet de désactiver pas mal de decks en fait, en face. Dès qu'il y a un petit peu d'aggro, dès qu'il y a des grosses bêtes, voilà. Et ça arrive souvent en fait qu'on ait des créatures qui aient 3 de force ou plus. Je veux dire, la plupart du temps, les gens s'emmerdent pas trop à jouer des créatures qui ont peu de force. À moins que vous ayez un deck mûr Arcades en face, ce qui est tout à fait possible, hein. Mais voilà. En tout cas, très intéressant. Alors certes, ça désactive également le fait que vous puissiez attaquer avec Clotis, mais soyons honnêtes, généralement, c'est pas le but. Clotis, elle est là pour infliger des blessures à distance. On s'en fiche d'attaquer une fois de temps en temps avec elle. Réveiller la bête va vous permettre de gérer n'importe quel type de permanence. C'est bien, Salve Vandale, soit un artefact, soit... tous les artefacts que vous ne contrôlez pas, c'est cool, c'est vraiment très fort pour le coup, donc du coup on apprécie fortement cette carte. Derrière, on a pas mal de sorts qui vont ici infliger des blessures à toutes les créatures, ou à des cibles en particulier. Je vais vous parler de 3 en particulier pour commencer, c'est réaction en chaîne, acte blasphématoire et orage de comète.
Réaction en chaîne, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle coûte peu cher, c'est 4 mana, c'est pas cher pour un rituel, et en fait elle va infliger X étant le nombre de créatures sur le champ de bataille. Voilà. Plus il y a de créatures, plus votre sort est efficace. Et ne serait-ce que voilà, avoir un board rempli de 4, 5, 6 créatures, c'est largement suffisant en fait pour vous faire un race board très efficace avec réaction en chaîne. Acte blasphématoire fonctionne de la même façon, sauf que là c'est pas les blessures qui sont qui sont établies par le nombre de créatures, mais plutôt le coût que vous allez payer. Plus il y a de créatures, plus vous payez peu cher en fait. Et derrière ça va infliger 13 blessures à chaque créature, quelque chose généralement à laquelle on ne survit pas trop. Voilà. Donc disons-le, Acte blasphématoire est une très bonne carte également dans les sorts de gestion. Derrière, l'orage de comète, lui, est un petit peu plus, voilà, c'est un peu plus pour finir la game, pour éventuellement tuer directement des joueurs, pour infliger des blessures directes. Bon, c'est sûr que c'est meilleur qu'une foudre, puisque là vous avez la possibilité de faire du X et de dire combien de cibles vous allez mettre en place. Donc vraiment très efficace et toujours aussi intéressant. Derrière, on continue avec les cartes qui infligent des blessures à toutes les créatures. On a Tremblement de Terre, Tremblement de Lave et Wildfire. Tremblement de Terre et Tremblement de Lave infligent X à chaque créature sans le vol. Alors le premier est un rituel et le deuxième un éphémère, sachant que le premier inflige également à chaque joueur et le deuxième inflige également à chaque Planeswalker. Ce qui est très intéressant et ce qui m'a permis de gérer d'ailleurs quelques situations avec cette carte-là. Parce que bon, des anti-Planeswalker, on n'en a pas tellement, il faut le dire. Mais là, Tremblement de Lave, ça fait quand même le taf. Donc deux très bonnes cartes encore une fois, et qui vont permettre éventuellement d'user aussi vos adversaires encore une fois, notamment Tremblement de Lave. Wildfire est un petit peu plus particulier puisqu'il va demander à chaque joueur de sacrifier 4 terrains et infliger 4 blessures à chaque créature. Alors là on est quand même sur un gros sort qui commence à aborder le fait que, voilà, on commence à péter les terrains, voilà, il faut le dire, mais vous aussi vous allez sacrifier les terrains, donc c'est symétrique, l'effet est complètement symétrique derrière, le fait que vous infligez également des blessures à vos propres créatures, même si on en avait très peu dans le deck, il faut le dire, et bien en fait ça va vous permettre vraiment de vous mettre bien en fait, ça rase le board, ça permet de ralentir vos adversaires pas mal, et vous éventuellement ça vous laisse clotis sur le champ de bataille sans aucun problème. Donc bon, on est content, c'est appréciable. Derrière, on a commencé à aborder le casse-terrain. Écoutez, on va continuer avec 3 cartes extrêmement fortes. On a Ruination, Ruin, Jokulops et Obliterate, ou Obliteration. Oblitération, pardon. Ça y est, je commence à inverser l'accent, ça marche pas très bien. Voilà. Donc, Ruin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rituel pour 4 qui va vous permettre de détruire tous les terrains non basiques. Et c'est pour ça que j'insiste énormément, si vous jouez cette carte, et notamment pour une autre carte dont je vais parler un petit peu plus tard, si vous jouez cette carte, jouez très peu de terrains non basiques. Là, la plupart des terrains non basiques que j'ai mis dans le deck, ce sont des fetch, donc du coup des cartes qui ne vont pas rester très longtemps sur le champ de bataille, hein, soyons honnêtes. Et de l'autre côté, quelques terrains spéciaux, mais vraiment très peu, je crois que j'en ai avoir 4 ou 5, parce que c'est vraiment très léger. Voilà. Donc voilà, jouer les terrains basiques, c'est largement suffisant pour ce deck pour le coup. Jokulops et Obliterate font à peu près la même chose. Jokulops et Obliterate vont vous permettre en fait de détruire tous les artefacts, les créatures et les enchantements, pardon, pas les enchantements, les terrains, et ils ne peuvent pas être régénérés. Donc très fort. La seule différence, bon, c'est au niveau du coût de mana, 6 et 8 respectivement. Obliterate en fait ne peut pas être contrecarré, ce qui est très fort quand on investit 8 mana dans un sort. On n'a pas vraiment envie de le voir se faire contrecarrer. Et alors il y a une chose que vous devez remarquer, déjà les Planeswalkers ne sont pas touchés, je n'en ai pas mis dans le deck, mais bon voilà, c'est bon à savoir quand même malgré tout. Et de l'autre côté aussi, les enchantements ne sont pas touchés. Donc du coup ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'enchantements dont je vais parler un petit peu après, là, juste après, qui sont très intéressants à garder. Et du coup, Jokulops et Obliterate ne les touchent pas, ce qui est très très fort. Donc, on apprécie, ces deux cartes sont vraiment très bien, elles lui permettent de raser le board, de vraiment garder uniquement votre Clotis qui va être... en fait, c'est un peu ça, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on casse des terrains? On casse des terrains en fait pour ralentir énormément la game, alors du coup c'est symétrique, donc vous aussi vous n'allez pas jouer des masses, mais bon, vous avez vu, il y a moyen de récupérer le cimetière, et bon... je vais vous avouer qu'il y a des moyens de faire tout à fait, de dire je fais un Jokulops et puis derrière je fais une restauration splendide, voilà, et de ramener tous les terrains qui sont au cimetière directement sur le champ de bataille. Du coup vous regagnez, voilà, l'avantage, tout ça, c'est pas mal, ça se fait. De l'autre côté, en fait, ça vous permet de gagner du gaz aussi vis-à-vis de Clotis, ça vous permet vraiment de gagner du temps pour Clotis, parce que là on est vraiment sur, il y a... Dès qu'il y a un Jokulops ou un Obliterate qui arrive sur le champ de bataille, et en fait derrière ça va être la partie en fait elle va se réaccélérer, ça va être les tours vont passer très vite parce que évidemment la plupart du temps les adversaires n'ont pas de terrain supplémentaire en main, ils ont généralement des mains assez pauvres d'ailleurs, et du coup vous avez moyen de repartir derrière au quart de tour puisque vous avez moyen de faire du mana supplémentaire, éventuellement faire des blessures indirectes et de regagner des points de vie.
Donc ça donne vraiment un énorme avantage pour vous et votre deck. Parlons maintenant d'une partie contrôle que j'aime beaucoup. C'est un type de carte que j'aime beaucoup. C'est en fait les Punishers. Alors les Punishers, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, oui mais Punisher. Ouais. En fait, les Punishers sont tout simplement les cartes qui vont faire mal aux joueurs ou plus précisément aux adversaires, parfois vous aussi, quand ils effectuent une action. Voilà. Voilà. Donc moi j'estime que c'est du contrôle aussi, mais c'est une catégorie vraiment à part du contrôle, c'est le Punisher. Vous avez pu voir un très bon exemple de Punisher avec le deck de Torbran de Edgar dans la table de commandement 2, puisque voilà, le deck était essentiellement basé sur un peu de Wrathbound, mais aussi du Punisher. Voilà, vous faites ceci, vous prenez des dégâts, vous faites ceci, vous prenez des dégâts, patati patata. Non, je n'ai pas mis Warstall dedans parce que je suis pas un connard. Voilà. Donc, parlons un petit peu des 3 premières cartes que j'aime beaucoup, Sandrolian, Mentor Exigeant et Chaman de Brûle-Branche. Alors, tous les 3 ayant chacun un peu leur spécificité. Sandrolian, un enchantement qui va infliger des blessures aux adversaires qui lancent des sorts non-créatures, mais qui peut aussi se sacrifier pour détruire artefact ou enchantement. Donc encore une fois, de la gestion, du contrôle, parfait. Mentor Exigeant, qui va infliger 2 blessures à chaque adversaire qui active une capacité d'artefact, de créature ou de terrain qui n'est pas une capacité de mana. Donc très fort aussi, j'aime beaucoup. Chaman de Brûle-Branche, qui va faire de même, inflige seulement 1, mais également à vous. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu Punisher pour vous aussi, mais bon, vous n'avez pas non plus énormément de capacités activées, mine de rien, sachant que ça prend également en compte les capacités activées depuis le cimetière et depuis la main. Voilà, que vous le sachiez. Ensuite, derrière, on a quelque chose qui est assez moche, 3 Punishers qui sont vraiment, il y en a un qui a sa place, il s'appelle Zozu. Zozu the Punisher, Barbelure de mana et Terre Brûlante. Ça fait mal parce que ça touche en fait directement à la base de ce qu'on a déjà touché auparavant dans la partie contrôle, c'est-à-dire les terrains. Et les terrains, malheureusement, j'aime pas trop les détruire, mais alors, mettre quelques blessures parce que vous les utilisez, tant pis, on fait avec. Zozu, lui, va infliger des blessures dès qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, et donc du coup, il inflige 2 blessures à son contrôleur. Ça vous inclut vous. Alors mettre Zozu après avoir fait un Obliterate, par exemple, ou avoir fait un Jokulops, avoir détruit beaucoup de terrain, c'est dégueulasse, voilà, parce que vous pouvez, du coup vous le posez, paf, et vous dites, je joue plus de la partie, j'attends juste que vous vous fassiez mal avec vos sorts, enfin avec vos terrains déjà. Derrière, on a Barbelure de mana et Terre Brûlante qui font à peu près la même chose, puisqu'ils vont infliger une blessure chaque fois qu'un terrain est engagé par un joueur. Donc du coup, ça vous inclut vous aussi. La seule différence, c'est que Barbelure de mana ne le fait pour tous les terrains, et Terre Brûlante le fait uniquement pour les terrains non base. Donc là, encore une fois, très bonne raison de ne pas jouer beaucoup de terrains non base. Donc voilà, ça semble moins bon, bien sûr, Terre Brûlante, mais étant donné qu'on est en commandeur, et bon, à moins que vous jouiez que contre des decks monocolores en face, voilà, je pense que, et encore, les decks monocolores jouent aussi des terrains spéciaux, parce qu'ils ont du coup moins de stabilisation de mana à faire, ouais, du coup, c'est évident que, voilà, généralement, vous allez quand même avoir pas mal de terrains spéciaux qui vont traîner à droite à gauche. Donc du coup, encore une fois, 2 très bonnes cartes qui peuvent vraiment accélérer la partie, ce qui est justement le but. On va parler un petit peu pioche, j'ai pas beaucoup de cartes qui font piocher, bon même si vous en avez déjà vu quelques-unes mais qui ont d'autres effets tout aussi intéressants. On va commencer avec Réformation Tectonique, Ombre de Serpent et Incitateur de Péché, puisque Réformation Tectonique, je vous avais parlé tout à l'heure de défausser vos terrains avec l'influence d'Ayula, ici vous pouvez les recycler pour un rouge pour pouvoir piocher, c'est vraiment cool. Donc bon, ça permet vraiment d'utiliser votre mana de manière efficace, si jamais vous avez un tour un petit peu à vide, vous n'avez pas de gros sorts à lancer, qu'il vous reste du mana en plus. Qui plus est, ça met des terrains au cimetière, encore une fois, et ça vous permet de les remplacer. Donc finalement, on est vraiment encore une fois sur la logique Clotis, voilà, mettre des cartes au cimetière, gagner de la value, tout ça. L'ombre de serpent, alors j'ai beaucoup hésité à la mettre, je vous avoue. J'étais checké un peu des decklists à droite à gauche pour savoir, alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je mets, tout ça. Et en fait, l'ombre de serpent me paraissait un peu inutile au départ, puisqu'en fait, ça donne à la créature enchantée plus 1/+1, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures à un adversaire, vous pouvez piocher une carte. Et l'armure totémique. Alors, le truc c'est que la plupart du temps, Clotis, étant donné que c'est un dieu, on ne veut pas que ce soit une créature. Mais en fait, avec l'ombre de serpent, on veut, je vous assure qu'on veut vraiment que ce soit une créature. Et c'est très efficace parce que du coup, ça fait que à votre première phase principale, si Clotis a l'ombre de serpent sur elle, voilà, c'est une créature, tout ça, et en fait, vous allez tout simplement infliger 2 blessures à chaque adversaire, donc du coup, inflige des blessures à 3 personnes différentes. Et étant donné que l'ombre de serpent prend en compte que ce ne sont pas des blessures de combat, mais toutes les blessures infligées, et oui, messieurs, dames, vous allez pouvoir du coup piocher 3 cartes. C'est extrêmement fort, vous gagnez énormément de cartes sur juste un effet de Clotis, ce qui rend du coup, enfin honnêtement, c'est une synergie très intéressante. Et en plus, il faut quand même le savoir, étant donné que ça ne prend pas en compte les blessures, ça prend en compte également les blessures non combat.
Vous pouvez le mettre également sur les punishers dont j'ai parlé auparavant. Vous pouvez très bien le mettre sur Zozu, vous pouvez très bien le mettre sur le mentor exigeant, sur le chaman de brûle-branche, vous pouvez le mettre sur tous les trucs qui punissent un petit peu, qui mettent des blessures à distance et qui sont des créatures. Donc, très bonne carte, très bon choix, et je suis très content de l'avoir finalement incluse dans ce deck. Derrière, on a la dernière carte, l'instillateur de péché. Alors, vous ne le connaissez probablement pas, mais je l'adore, j'aime bien sa gueule, j'aime bien sa fourche, j'aime le décor en feu derrière lui, et surtout, j'aime bien son effet. C'est un diable 3-2 pour 3, en rouge, qui a la menace, et en fait, au début de votre entretien, vous allez révéler la carte de votre bibliothèque, et n'importe quel adversaire peut la mettre dans votre cimetière, à condition qu'il prenne des blessures équivalentes au coût converti de mana de la carte. Alors du coup, les terrains ont tendance à aller très vite au cimetière, même si du coup, ça vous fait des terrains en moins piochés, c'est cool. Et puis bon, vous pouvez toujours utiliser Clotis derrière, sympa aussi. Sinon, vous la mettez dans votre main, donc du coup, c'est une pioche supplémentaire, enfin même c'est pas pioché techniquement, c'est mis dans la main, mais du coup, c'est une pioche supplémentaire à l'entretien, et que vos adversaires peuvent contrôler, certes, mais avec un coup derrière, le fait de prendre des blessures supplémentaires, ce qui est tout à fait ce qu'on veut. On veut user nos adversaires avec ce deck. Donc là, l'instillateur de péché, il est encore une fois dans cette logique-là. Donc on est un petit peu sur du Punisher, mais on est beaucoup sur de la pioche quand même. Alors, côté protection, j'ai mis très peu de cartes. J'en ai mis 2, en fait. Puisque, malheureusement, c'est vrai qu'on est plus sur un deck qui a tendance à user les adversaires. Il n'y a pas beaucoup de permanents à protéger. Il n'y a pas beaucoup, évidemment il n'y a pas beaucoup de protection contre les contre-sorts, voilà. Mais on va parler de 2 cartes en particulier qui sont pour moi excellentes dans ce deck. On a Intervention Héroïque et Lignolet de Combustion. Alors Intervention Héroïque, évidemment c'est l'une des meilleures cartes du vert, c'est l'une des meilleures cartes de protection de Magic en général. Puisque le coût de mana très faible, le fait que ce soit en éphémère bien sûr, et défense alismanique et indestructible à tout permanent, c'est ce qu'on veut, c'est efficace, c'est très bien. Lignolet de Combustion, elle, je l'ai mise parce qu'en fait, c'est aussi un Punisher. Et oui, c'est aussi un Punisher parce qu'il va punir les adversaires qui vont vouloir, du coup, cibler avec un sort ou une capacité, vous ou l'un de vos permanents. Du coup, on se retrouve encore une fois avec une carte très efficace qui va vraiment dans la même logique que Clotis, qui va dans la même logique que tout le deck, et qui va dire, on va user les adversaires, on va les user à petit feu. Derrière, j'ai quelques cartes, j'ai 4 cartes en fait avec des synergies très fortes vis-à-vis de Clotis. Alors très fortes, ça reste des bonnes cartes, mais il y en a certaines qui ont vraiment des synergies beaucoup plus fortes. On va commencer avec les 2 plus faibles, Résonateur Strionique et Torbran, Tanne de Montrouge. Oui, évidemment, soyons honnêtes. Voilà, le Résonateur Strionique c'était logique, parce que on a une capacité déclenchée avec Clotis, la copier pour 2 mana, c'est rien. Je veux dire, ça veut dire que vous pouvez infliger 4 blessures à chaque adversaire durant votre... avec cet effet-là, et en plus gagner 4 points de vie, c'est quand même pas négligeable pour 2 points de vie d'avoir ce bonus-là. 2 points de vie, pas pour 2 mana, d'avoir ce bonus-là. Donc vraiment, je trouve ça très fort, et ça marche très bien dans le deck. Et en plus, il n'y a pas que celle-là qui a une capacité déclenchée. Si vous avez besoin de copier les capacités déclenchées de d'autres permanents, eh bien vous pouvez tout à fait le faire. Donc du coup, on est super content. Torbran, c'est évident. C'est évident que je vais mettre Torbran dans le deck. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce deck Clotis, c'est un deck Torbran amélioré, parce qu'il y a le vert en plus, et parce que on est moins sur le fait d'infliger des blessures de manière directe ou indirecte, comme le faisait Edgar avec son Torbran, mais ici, on est vraiment plus sur un contrôle généralisé, que ce soit les blessures, tout ça, mais Clotis est intéressé par le fait de voir ses blessures augmenter. Si vous infligez encore une fois 4, qui plus est, si vous avez Torbran et le Résonateur Strionique sur le champ de bataille, ça devient vite débile, parce que du coup, à la place, vous déclenchez 2 fois l'effet, donc du coup, vous infligez 8 à chaque adversaire. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc, sachant que ce ne sont pas des cartes qui coûtent cher, l'activation du résonateur ne coûte pas cher non plus, donc c'est très fort, et je trouve ça très efficace. Donc vraiment, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer ces 2 cartes ensemble, mais je vous avoue que ça me ferait très plaisir de pouvoir le sortir une fois prochainement. Derrière, les 2 dernières cartes du deck, ce sont la Manivelle à Esprit et Néable Éternel. Alors, Manivelle à Esprit, j'ai conscience que ce n'est pas une carte que beaucoup de monde connaît. Je tiens à remercier les gars du Discord, parce que justement, j'ai discuté un peu sur le fait de vouloir monter Clotis, et on m'a dit, ouais, écoute, t'as qu'à mettre la Manivelle à Esprit. J'étais là, c'est quoi cette carte encore ? Et oui, en fait, c'est un artefact pour 2, qui, à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, donc du coup, même si les blessures aussi font perdre des points de vie, ce joueur met autant de cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Et du coup, j'ai regardé la carte, j'étais là, mais ouais, c'est totalement ça. C'est une excellente carte en fait pour Clotis. Pourquoi ? Parce que Clotis va infliger 2 à chaque adversaire. C'est un peu le but principal quand même. C'est l'option qu'on va choisir le plus souvent. Mais du coup, ça veut dire que avec la Manivelle à Esprit sur le champ de bataille, chaque adversaire va se meuler de 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Donc,
très efficace, bien sûr. Qui plus est derrière, vous pouvez finalement tuer à la meule, parce que vous infligez des blessures de manière indirecte, si quelqu'un regagne des points de vie, etc. Bon, d'accord. Vous pouvez tuer à la meule, vous pouvez tout simplement regagner du gaz avec cette carte-là. Donc Clotilde va être contente de savoir qu'elle a toujours des cartes, tant qu'elle exile des cartes qui ne sont pas des terrains, du coup qu'elle inflige des blessures, du coup elle regagne des cartes derrière, parce que c'est quand même, vous exilez une carte, et avec la manivelle à l'esprit derrière, vous en gagnez 6, c'est pas négligeable. Donc vraiment, très bonne carte et très bonne suggestion de la part des mecs du Discord. Merci à vous les gars. J'avoue que je l'ai joué une fois, ça a vraiment fait le café. Malheureusement, c'est une des cartes que j'ai eu très peu l'occasion de jouer dans ce deck. Ce qui est assez rare d'ailleurs. Et derrière Néeb l'Éternel, alors lui, je vous parlais des tours, en fait, vous pouviez jouer par exemple un Jokulops ou un Oblitération, et derrière dire ouais je vais faire revenir toutes les cartes de ma main dans de mon cimetière dans ma main, ou remettre tous les terrains directement sur le champ de bataille, en jouant Splendide Restauration, ou en jouant Restauration Splendide, je sais plus comment elle s'appelle, ça y est, j'ai oublié, et aussi du coup en jouant éventuellement Conseil du Praetor. Honnêtement, Néeb est la raison pour laquelle c'est faisable. Néeb est la raison pour laquelle en un tour de jeu ça peut devenir stupide. Parce que Néeb, pour ceux qui ne le connaissent pas, Néeb l'Éternel, c'est certainement la meilleure version d'ailleurs. Donc c'est une créature légendaire, mais patati patata. Mais surtout en fait, il a l'affliction. Donc du coup, à chaque fois qu'il devient bloqué, le joueur défenseur perd 3 points de vie malgré tout. Et surtout, sa deuxième capacité, c'est la meilleure, puisqu'il va vous permettre, au début de votre deuxième phase principale, de faire un mana rouge pour chaque point de vie perdu par vos adversaires ce tour-ci. Alors du coup, vous faites un coup de Clotilde au début du tour, 2, 2 et 2. Vous jouez Néeb ensuite, parce que lui, il n'a pas besoin d'être là au moment où vous infligez des blessures. Il a juste besoin d'être là au début de votre deuxième phase principale pour dire, alors attendez, on va faire un petit compte. En fait, c'est Néeb le comptable. C'est Néeb, il compte, il dit, alors attendez, vos adversaires ont perdu 6 points de vie ce tour-ci, donc du coup, vous gagnez 6 mana rouges. Et écoutez, c'est très très fort, parce que vous vous rendez pas compte, c'est littéralement, on dit qu'on va ramper en rouge. Le rouge va nous faire ramper. Voilà, donc Clotis, 2-2-2, paf, 6 mana au début de la deuxième phase principale, et je vous assure, je vous promets que le tour où Néeb arrive en jeu, et même le tour suivant, surtout le tour suivant, généralement la game, elle prend une autre tournure, quoi. Vraiment, vous avez Clotis et Néeb sur le champ de bataille, c'est une hécatombe. À moins que vous n'ayez pas de carte en main, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. C'est un peu triste, mais voilà, ça m'est déjà arrivé. Mais vraiment, avoir du mana supplémentaire en deuxième phase principale, grâce à la capacité déclenchée de votre commandant à la base, c'est très fort. Et franchement, c'est juste stupide, mais stupide. Enfin bon, je me suis beaucoup étalé, mais autant vous dire que voilà, ça peut vraiment fonctionner du feu de Dieu. Qui plus est derrière, je sais pas, par exemple, vous faites, on va citer quelques cartes du deck, mais voilà, comme je disais, hein, vous pouvez très bien du coup jouer, imaginons, vous jouez avec 5 mana, vous jouez Néeb, vous avez utilisé tous vos mana. Derrière, du coup, vous pouvez jouer un Torbran en deuxième phase principale, vous pouvez jouer un incitateur de péché, une lignolet de combustion, les Punishers, éventuellement vous pouvez faire un Jokulops derrière, mais bon, c'est pas terrible. Mais en fait, le tour suivant, vous avez déjà, on va dire, vous avez 6 mana parce que vous avez rampé, du coup vous gagnez à nouveau 6 mana, donc vous avez 12 mana. Donc techniquement, vous pouvez très bien pour 12 mana faire un Oblitération pour 8, et derrière faire une Restauration Splendide, parce que vous avez... Splendide Restauration, pardon. Parce que vous avez gardé du mana en pool et tout ça, et du coup vous avez sacrifié vous avez défoncé tous vos terrains, et derrière vous allez pouvoir du coup remettre tous vos terrains sur le champ de bataille, du coup garder un avantage en fait. Vous avez reset la game pour les adversaires, mais vous avez repris tout votre avantage, plus les terrains que vous aviez éventuellement mis au cimetière via vos autres cartes. Donc du coup qui n'ont pas été sacrifiées, enfin qui n'ont pas été détruites par Jokulops ou Oblitération. Donc, vraiment, j'insiste, c'est une excellente carte. Je vous assure, si vous ne jouez pas Néeb dans votre deck Clotis, contrôle, vous avez perdu une grosse value, même sans jouer contrôle. Je veux dire, Néeb, dans un deck Clotis, voilà, qui veut infliger un peu de blessure une fois de temps en temps, un deck un petit peu Punisher qui est moins contrôle que ce que je propose ici, je veux dire, c'est quand même trop de value et trop de ramp que vous n'avez pas envie de le perdre, quoi. Voilà. Donc Néeb, parfait pour ce deck. Bon, du coup, on arrive au bout de ce deck tech, et pour ça, on va parler un petit peu investissement, on va parler un petit peu des détails des statistiques du deck. Je vous l'ai dit, il y a très peu de créatures dans ce deck, on en a 21 seulement, dont Clotis, bien sûr. On est à peu près kiff-kiff sur la répartition du mana. Voilà, je vous invite à aller sur deckstats.net, je suis actuellement dessus, en train de regarder un petit peu ça. Donc voilà,
On est kiff au niveau de la répartition en mana, au niveau du coût du deck, faut quand même en parler un petit peu. Là, l'avantage d'Exstats d'ailleurs nous donne, voilà, je vous dis, hein, vous allez dans la liste du deck, vous regardez détails, le deuxième onglet qui existe sur la decklist, et du coup vous allez avoir les prix des différentes cartes. Alors apparemment le deck sur Card Market coûterait 200 €, alors sachant que les prix qui sont pris en compte, ce sont les prix moyens en fait, les tendances. Donc du coup vous pouvez largement les avoir pour moins cher, si jamais vous les acceptez de les avoir en espagnol par exemple. je blague. Mais en tout cas, le deck est censé coûter 200 €, voilà, en moyenne. Sachant que, honnêtement, si on regarde, il y a très peu, alors là je compte, 1, allez, 1, 2, allez, on a 3 cartes qui coûtent au-dessus de 10 €. Et on doit probablement en avoir seulement, en dehors de celle-là, on doit en avoir probablement 3 aussi, qui sont au-dessus de 5 €. Le reste, tout est en dessous, ce sont des cartes qui sont très peu chères. Voilà, je vous en ai parlé, la base de mana est très peu chère, à part évidemment les fetch, si vous jouez tous les fetch, les fetch optimisés, en fait. Et derrière, en fait, tous les sorts derrière de contrôle, tout ça, ne sont pas très chers. Donc vraiment, c'est un deck qui est tout à fait faisable, qui n'est pas cher à monter, et qui, à mon avis, vous fera plaisir aussi. C'est vraiment original, on est sur... Enfin, c'est un type de deck, quand je l'ai présenté, j'ai dit, ah ouais, j'ai monté un Clotis Control. Les gens étaient là, quoi ? T'as monté un Clotis Control ? Tu joues rouge-vert Control ? Oui. Et du coup, en fait, ils ont vu, bah voilà, gestion de permanent, gestion des terrains, et derrière, bah voilà, on fait durer un petit peu la game. J'ai gagné pas mal de games, en fait, avec ça, parce que, j'enchaîne bien, parce que c'est un deck qui va vite, mine de rien, vous avez beaucoup d'elfes à mana pour accélérer, vous avez pas besoin de cailloux à côté. Donc c'est vraiment le gros avantage, vous pouvez aller très vite, Clotis peut accélérer encore plus votre plan de jeu en exilant les terrains, donc vraiment je suis très content de ce deck, et j'espère que vous serez content éventuellement de le jouer, voilà. Bon, sur ce il me reste plus que de choses à vous dire, hein, parce que bon voilà, on a fini, on a parlé du deck, et j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, c'est un deck intéressant, donc voilà. Et écoutez, je vous dis à la prochaine, et salut à tous, bye bye.